Quand vous regardez nos pays, c'est pas le terrorisme ordinaire que nous connaissons. Le terrorisme aussi, je peux dire, avec une idéologie qu'il baserait sur ce qu'on appelle la charia. Ce n'est pas ça. C'est un terrorisme téléguidé, c'est un terrorisme manipulé, c'est un terrorisme financé. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder en Côte d'Ivoire, je le répète, pour ceux qui veulent l'entendre. Pour ceux qui veulent l'entendre, vous n'avez qu'à regarder pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est indexée, l'accusation de l'AES sur la Côte d'Ivoire comme étant le pays qui finance le terrorisme. Nous, on n'a plus besoin de prouver cela à qui que ce soit. Les organisations internationales aujourd'hui nous prouvent à suffisance que nous avons raison. Puisque la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste des pays qui financent le terrorisme. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Nous n'avons plus au sein de l'AES le besoin de prouver à qui que ce soit que la Côte d'Ivoire déstabilise l'AES. Des organisations internationales et à leur tête, les États-Unis, disent que la Côte d'Ivoire finance le terrorisme, la Côte d'Ivoire est impliquée dans le trafic de drogue, la Côte d'Ivoire fait le blanchiment d'argent. C'est pourquoi vous avez les photos Facebook, là, vous avez vu les photos de la famille présidentielle Ouattara. C'est ceux-là qui sont impliqués dans le trafic de drogue. C'est ceux-là qui financent le terrorisme. C'est ceux-là qui font le blanchiment d'argent. C'est ceux-là qui volent et tuent l'économie ivoirienne. C'est ceux-là qui font tout pour empêcher les Ivoiriens de se retrouver comme frères entre amis, comme sœurs entre amis. Voilà la réalité de cette famille présidentielle. Alors, on va frapper et rentrer en profondeur. Je voudrais dire à chacun de vous, préparez-vous parce que nous allons monter en puissance et on va aller très loin. Je vais revenir ici d'abord. Je vais vous faire écouter celui qui prétend. Je vais vous ramener ici. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Écoutons celui-là. Revenons en arrière. Et puis derrière, mes parents vont venir tout gâter. Comment est-ce que j'aurai la force avec tous ceux qui sont là pour aller demander encore des choses? Parce que est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Si on veut la paix, si on veut... Je voudrais qu'on écoute très bien ce dévergondé, ce malade, ce menteur. Touré Mamadou, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, appelez les Ivoiriens, dites-leur qu'on a commencé la Côte d'Ivoire. Parce que je pense que ces temps-ci, par la grâce de Dieu, j'ai une assise assez forte en Côte d'Ivoire et je rends toute la gloire à Dieu. Je répète, Touré Mamadou veut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le direct d'aujourd'hui, j'ai bien envie de m'arrêter. Je peux m'arrêter, non? Si je suis fatigué, je m'assois. Je vais m'arrêter un peu. J'espère qu'en m'arrêtant, je ne serai pas un peu derrière. D'accord? Je vais m'arrêter un peu. Alors, Touré Mamadou veut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Réécrire l'histoire, pour moi, en réalité, n'est pas aussi compliqué que ça. Mais être malhonnête, c'est ça qui est dangereux. Donc, il est de notre devoir, en tant que fils d'Afrique, contemporain, ayant vécu et connu. J'ai vécu ça. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, à part les jeunes gens qui sont nés en 2000, beaucoup n'ont pas connu. Mais le fondement de la crise n'a pas commencé en 2010. La crise a commencé avec l'arrivée d'Alassane Ouattara, chose comme président interim. Il ne faut pas déchirer mon fauteuil. Donc, je répète, la crise en Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais vous voyez, Touré Mamadou, malhonnête et pathétique, menteur congénital, dévergondé, déraciné, il essaie de réécrire ou réinventer
les vrais faits historiques. Mais il y a une chose qu'on nous a appris. La vérité est têtue. Les faits sont têtus. La réalité et la vérité ne sont pas toujours compatibles. Votre réalité et la vérité ne sont pas toujours compatibles. Et ce qui est intéressant ici, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, quand même que c'est un idiot. Il dit, chacun a sa part de vérité. Déjà, en plantant le décor, il dit, chacun a sa part de vérité. Wow, ça c'est intéressant. Ce qui veut dire que tout ce que moi, je vais dire aujourd'hui, moi, Touré Mamadou, c'est ma vérité à moi. Mais qui n'est pas la vérité telle que vécue par les Ivoiriens. Il faut qu'on comprenne ça bien. Attention, ça c'est pas moi. C'est lui-même qui a pris l'intelligence maladroite, je dis bien, l'intelligence maladroite. Comment l'intelligence peut être maladroite? Écoutez, vous allez comprendre. Alors, va dire ça à ta maman, imbécile, junior, bâtard que tu es. Sors de mon direct de mon côté. Moi, je ne perds pas mon temps des bâtards comme vous. Alors, on va écouter la perversion, l'immoralité, celui qui veut détruire et refaire l'histoire en tournant les faits. Écoutons-le. Bon, mais il faut qu'il y ait la paix. C'est ce message que j'ai voulu vraiment vous passer. Maintenant, il y a aussi l'actualité. Parce que c'est notre devoir de vous expliquer les choses. Parce que nous ne sommes pas les seuls à vous parler. La nuit, là, chacun derrière vous dans les cases pour aller dire, ah, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Chacun va avec sa vérité. Chacun a sa vérité. Et c'est bon d'écouter toutes les vérités. Parce que quand vous avez écouté toutes les vérités, vous-même, vous avez fait la part des choses, analyser pour dire, ah, ça peut être vrai, ah, ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'est la partie qui m'a plu. Chacun a sa vérité. Vous allez faire la part des choses. J'espère, j'aurais voulu, en fait, le titre, c'est à la dernière minute que j'ai changé, parce que j'ai écouté mon jeune frère Oxymore. Et quand j'ai fini d'écouter ce qu'il a dit, c'est là que vous avez vu la famille présidentielle. Mais comme les choses sont enchaînées, selon la réalité, c'est la photo de Touré Mamadou que je voulais mettre en couverture et dire le recadrage de Touré Mamadou. C'est un menteur pathétique, un menteur congénital, une déviation morale, une déception et une manipulation historique. Écoutons s'il vous plaît. Écoutez qu'un seul son de cloche, vous pouvez vous tromper. Oui, chers parents, les élections à venir seront une occasion encore pour aller renouveler le mandat du président de la République ou d'élire un nouveau président de la République. Il y a eu une soixantaine de candidats qui ont déposé leur candidature. Sur les 60 candidats qui ont déposé leur candidature, Écoutons. Il y a 5 candidatures qui ont été retenues. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas été retenus, certains ne sont pas contents. Et parmi ceux qui n'ont pas été retenus et qui ne sont pas... Vous savez, la première remarque qu'il a cru être subtile, mais très maladroite, puisqu'il a eu le courage de dire, chacun viendra dire sa part de vérité, ça c'est vrai. Et la première remarque que je peux faire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été retenus qu'ils ne sont pas contents. Non. Si vous savez que vous ne méritez pas quelque chose, mais vous forcez quand même, si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas content, vous êtes malhonnête. Donc, en disant qu'ils ne sont pas contents, de façon subtile, il essaie de dire que les gens sont malhonnêtes. Il essaie de dire que les gens sont malhonnêtes. Ceux qui n'ont pas été retenus et qui sont contents, ils sont malhonnêtes. C'est ce qu'il essaie de dire. Mais, écoutons-le. On ne va pas écouter tout ce qu'il a dit, parce qu'il a fait à peu près 27 minutes, la partie. C'est pas tout ce qu'on va écouter.
mais je vais vous amener à un certain niveau avant d'intervenir. Il y a des partis considérés comme des partis significatifs. Je parle du PPACI, je parle du PDCI ou d'autres partis politiques. Je me dois de vous dire la vérité. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent, si on veut la paix, si on veut aller aux élections pour veut la paix, mais il faut laisser tout le monde va se présenter. Comme ça, si tout le monde se présente, il n'y a plus de mécontentement et puis il y aura la paix. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de diplomates, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Hier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était à mon bureau et nous avons échangé donc sur cette question. Ce que je lui avais dit et que je vais partager avec vous, mes parents, et que j'ai déjà dit à la télévision nationale. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'il est important de se poser une petite question. Permettez-moi. C'est là que ça devient intéressant, je le dis, je le répète, et ça devient intéressant à tel point qu'on doit se poser une question. Faisons beaucoup attention. C'est là que ça devient important. Écoutons. Oui, idéalement, dans une élection, tous ceux qui remplissent ces conditions doivent pouvoir compétir. Parce que même pour être chef au village, il y a des règles. On ne dit pas pour être chef, tout le monde peut être chef. Il y a des règles. Mais il y a des règles démocratiques. Partout dans le monde, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. C'est ceux qui remplissent les conditions qui participent à des élections. Première remarque, hein, je vous en prie, écoutez très bien. Dire que... Il dit il y a des règles. Écoutons très bien. Et moi, ce qui me plaît chez ces petits manipulateurs, ces corrompus, ces voleurs, ces menteurs, ils se placent toujours à rappeler aux Ivoiriens le principe de respecter la loi, le principe de respecter les règles. Hey, je vais vous ramener, ne soyez pas pressés. Je vous ai dit, les faits historiques sont têtus. La vérité repose sur l'histoire. Et l'histoire repose sur des faits réels, des faits vécus. Quand vous écoutez ça, les règles sont pour les autres. Mais eux, quand bien même qu'ils essaient de vendre cette idée qu'ils sont légalistes, ils respectent la loi. Quand vous regardez la pratique de la loi telle que existe, telle que appliquée sous leur mandature, vous vous posez la question de quelle loi ils nous parlent. Les tests pour participer à des élections, d'accord. Des conditions pour participer à des élections, d'accord. Mais pourquoi vous ne faites pas de façon claire et transparente? Pourquoi vous n'agissez pas dans le respect de ces mêmes tests? Vous voulez que Gbagbo soit disqualifié? Pourquoi les tests ne sont pas appliqués correctement pour que Gbagbo lui-même y comprenne que je suis satisfait de mon jugement? Alors, je me soumets à la volonté de la justice. C'est ça qui est malhonnête chez eux. C'est ça qui est décevant chez eux. Donne-moi une seconde, il y a tellement de bâtards ici qui font enlever. Donne-moi une seconde. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est intéressant. Posons-nous la question, une fois de plus. Posons-nous la question. Vous dites les tests.
pour rappeler sans cesse à la communauté internationale, c'est comme cette communauté internationale était aveugle, sourde et muette. Elle n'entend pas, elle ne voit pas les violations des tests que vous faites au quotidien. Les arrestations arbitraires, les intimidations, les meurtres. Et ça, vous n'en parlez pas. Donc, votre façon à vous de respecter les tests, c'est d'aller enlever le jeune Ziggy, c'est de tuer le jeune Alino, c'est d'empoisonner Ahmed Bagayoko. C'est ça les tests chez vous. C'est ça pour vous le respect des tests. Mais laissons l'idiot s'exposer lui-même. Écoutons-le. Il faut que tout le monde participe. Pour qu'il y ait la paix, je l'ai dit souvent des mots un peu tués à la télé, mais c'est la plus grosse escroquerie morale. Et en tant que vos enfants, on se doit de vous dire la vérité. J'ai repris l'histoire des élections en Côte d'Ivoire. Vous êtes contemporains. Okay. Vous avez suivi l'histoire démocratique en Côte d'Ivoire depuis 1990. On va écouter, hein. En 1990, chers parents, quand il y a eu le multipartisme, et que les élections devaient être organisées en octobre, tous les partis de l'opposition sont revenus à Korogo. Ils ont créé ce qu'on appelle la convention de la gauche. Mais le petit minable bâtard qu'il est, je répète, le petit bâtard, celui qui n'est pas d'accord qu'il dégage, je m'en fous éperdument. À cette année 1990, qui a organisé les élections en Côte d'Ivoire? Qui était Premier ministre en Côte d'Ivoire? Ou ministre qui était le tout-puissant après Oufoué? C'était qui? Alassane Ouattara. Je répète. Les partis politiques, pourquoi Ouattara à 90, s'il était homme de droit, homme de justice, homme de vérité, s'il était, comme il le prétend être, démocrate, pourquoi en 90, Ouattara a fermé la porte du diable? Ce n'est pas Oufoué en 90, ce n'est pas Émile Constant Bombay. Émile Constant Bombay était le ministre de l'Intérieur. C'est vrai, Oufoué était malade. C'est Ouattara qui était le chef des opérations. En sa qualité de président du comité interministériel. Puisque à l'époque, en 89, il n'y avait pas encore 89-90, le poste de premier ministre n'existait pas dans la Constitution. C'est Ouattara. Alors, le bâtard ne dit pas que c'est Ouattara. Pourquoi l'opposition? Parce que l'opposition avait demandé quelque chose qui leur a été refusé. Qui a fermé la porte du dialogue en 90 en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. C'est vrai, c'est Oufoué qui était candidat. C'est vrai, c'est le PDC d'Oufoué qui était au pouvoir. Mais c'est Ouattara qui était... Il faut aller là-bas. C'est Ouattara qui était à l'origine. C'est Ouattara. C'est pas quelqu'un, c'est Ouattara. Il faut le dire, petit Touré, malhonnête que tu es. Quand vous présentez les faits, présentez l'environnement politique des faits. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez, vous prenez un fait, mais vous n'expliquez pas les contours politiques de l'affaire. Alors qu'en politique, on ne peut jamais apprécier une situation politique en dehors de l'environnement politique, en dehors de la situation politique. Vous voulez parler d'Assimi Goïta et vous ne voulez pas parler des conditions qui ont permis à Assimi Goïta d'être président. Mais il faut tenir compte de ça avant de le condamner. Vous nous parlez des élections de 90, mais vous ne nous dites pas dans quelles conditions la Côte d'Ivoire a accédé au multipartisme. Ouattara a-t-il accepté aussi facilement avec Oufoué? Mais le multipartisme à l'article 7 de la Constitution existait déjà, mais n'avait jamais été appliqué. Je répète, le multipartisme existait dans la disposition constitutionnelle, l'article 7, mais n'était pas appliqué. Oufoué n'a fait que dire, faites appliquer. Donc une loi d'application, une loi corrigée a été adoptée
pour que l'article 7 soit tout simplement appliqué à Côte d'Ivoire. Gbagbo a lutté, mais c'était là, avant même l'arrivée de Gbagbo. Pendant la clandestinité de Gbagbo, l'article, c'était là. Mais il ne nous dit pas, lui, le petit menteur, qu'à cette époque-là, c'est son menteur. Celui qui est au président aujourd'hui, c'est celui qui était là quand on organisait les élections en Côte d'Ivoire en 1990. Donc, s'il y avait des erreurs, s'il y avait des irrégularités, s'il y avait des problèmes, on ne peut pas ne pas citer le nom d'Alassane Ouattara. On ne peut pas ne pas le citer, puisqu'il sera le plus grand bénéficiaire de ces élections. Après les élections où Fouet tombe malade, qui prend le pays, c'est Alassane Ouattara. De 90 à 93, c'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc quand le bâtard il parle, il croit que nous n'avons pas vécu ça. Si vous, je vous en prie, faites en sorte que, je ne sais pas si c'est Daloa, Sassandra, San Pedro, là où il est, je ne sais pas, hein, mais amenez ça à Daloa pour que les gens écoutent. S'il y a des gens de Daloa qui sont là, écrivez, dites que nous sommes là, Daloa. Aya Djenze Daloa. C'est un menteur, votre soi-disant, comment il est de quoi même? Enfin, je n'ai même pas envie de passer. Écoutons-le encore. Écoutons, allons-y. ont décidé de ne pas aller aux élections. Il y avait Laurent Gbagbo, il y avait Francis Rodier, il y avait Zadi Zaou, etc. Les Soumayati, etc. Tout ça, c'est bien. La seule idée qui me fait ressortir ici, l'opposition a dit on ne va pas aux élections tant qu'il n'y a pas d'une transparence, tant qu'il n'y a pas ceci, tant qu'il n'y a pas cela, et Gbagbo est allé contre Fouet. C'est ça son idée. Mais je suis désolé. C'est ça son idée. Mais attention, ceux à qui il parle, ils croient que les gens sont tellement bêtes, les gens n'arrivent pas à faire, à cerner un peu. Daloa est là, ok, merci beaucoup. Il faut, attendez. Pourquoi même l'opposition en 90 devait dire on ne veut pas aller aux élections? Pourquoi? Si les conditions n'étaient pas réunies, qui était à l'origine? C'était pas le président Houphouët, puisque Houphouët déjà depuis 80, à partir de 85, 86, 87, Houphouët était malade. Depuis les années 80, depuis 85 déjà, Houphouët, il faisait des va-et-vient entre Abidjan, Paris, et puis Genève, et puis encore là, par rapport, parce que la prostate, sa prostate, c'était, il avait le cancer de la prostate, et ça s'empirait, avec l'âge, avec tout ce qu'il faisait. Donc, Houphouët était beaucoup en Europe. Il était beaucoup en Europe. Donc, quand vous voulez parler d'une situation politique, et vous prenez seulement Laurent Gbagbo, qui a trahi les autres, il n'a pas trahi. Pourquoi avant tout l'opposition, vous ne voulez pas aller aux élections? Il faut expliquer ça. Il ne peut pas expliquer ça. Parce que s'il l'explique, il va impliquer son président. Il va impliquer Ouattara. Donc, il croit qu'il est tellement intelligent, il présente la situation, il te donne Ouattara, Laurent Gbagbo a trahi. Mais tu es un petit bâtard, tu es un menteur, c'est faux. Avant de dire il y a ça, mais pourquoi tu n'expliques pas la cause? Pourquoi l'opposition voulait boycotter les élections? Il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. Constant Bombé, il vit, il connaît la vérité, Émile Constant Bombé, puisque c'est lui, à l'époque, qui a organisé les élections. C'était le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Mais attention, Émile Constant Bombé n'était qu'un exécutant. Et Ouattara était le seul qui suscitait dans les oreilles du feu. Si Ouattara sur vente était un démocrate, pourquoi Ouattara n'a rien fait en 90 pour que les élections soient transparentes? La même confusion qu'il a créée en 90, c'est cette même confusion qu'il a récidivée en 2020 et qu'il veut faire revivre en 2025. Je n'ai pas encore parlé de la rébellion. Je vous fais écouter des choses ici qui vont vous couper le souffle. On va parler de la rébellion. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais je plante ici le décor. Ne nous laissons pas berner par des mensonges, par des manipulations des faits. Avant de dire Gbagbo a fait ça,
pourquoi d'abord l'opposition s'est retrouvée dans une position à dire on ne veut pas aller aux élections? Gbagbo n'a pas organisé les élections. C'est Ouattara qui organisait les élections. Bombay était sous la directive de Ouattara. Tout le gouvernement était sous l'autorité de Ouattara. Donc, pourquoi Mamadou ne nous fait pas pourquoi il ne clarifie pas ce point-là? Ouais, c'est facile de manipuler. Je vous ai dit, la communication est une arme dangereuse. Et c'est un domaine que je maîtrise bien. J'ai parlé de ta maman bâtard que tu es. Donc, ça c'est une réalité. On va continuer d'écouter. Ils disent qu'ils vont pas aux élections parce qu'ils dénoncent la liste électorale. Parce que rappelez-vous, en 90, Oufoué avait permis aux ressortissants de la CEDEAO de voter. Maintenant, quand Oufoué a permis ça, le premier conseiller du président, c'est son premier ministre. Mais pourquoi Ouattara a permis ça? Hey, Touré Mamadou, il fallait pas ouvrir la boîte de Pandore. Hey. Tout le monde sait. C'était pas seulement en 90, depuis toujours Oufoué avait permis. Oufoué n'était pas le seul, même les Américains faisaient ça. Jusqu'à ce que les républicains viennent dire que ça ne peut pas se faire. Il faut revoir tout ça. Oufoué n'était pas le seul. Beaucoup de pays faisaient ça. Et la Côte d'Ivoire, ils avaient tous ces raisons. Ils ont dit, mais Ouattara était là. Mais attention, vous savez que il veut présenter Oufoué comme si c'était Oufoué seul qui décidait. Oufoué était le président, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, je le répète, à cette époque, Oufoué était beaucoup diminué, physiquement diminué. Et ses apparitions étaient très limitées. Oufoué pouvait passer des mois et des mois en France. Souvent, on se pose, jusqu'à l'opposition, souvent se posait la question, où est Oufoué? Si Oufoué est mort, on n'a qu'à nous dire qu'il est mort. Donc c'est Ouattara qui gérait beaucoup de choses. Ouattara chuchotait dans les oreilles d'Oufoué. Alors que les dieux ne viennent pas nous faire croire ici. Oui, c'est vrai, Oufoué avait demandé ça. Mais qu'ils nous disent qui était à l'époque le président interministériel. C'était Alassane Ouattara. Il n'a pas dit ça. Il ne dit pas. Mais Ouattara avait la responsabilité de dire, monsieur le président, on est rentré dans le multipartisme. Avant le parti unique, ça peut se comprendre, multipartisme. Donc, il est bon que ce soit uniquement les Ivoiriens. Pourquoi Ouattara ne s'est-il pas opposé? Mais c'est le même langage qu'Adjoumani a répété il n'y a pas longtemps. On n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Adjoumani l'a dit devant le monde et les Ivoiriens ont bel et bien entendu. L'opposition avait raison, mais Ouattara était impliqué. Ouattara avait sa part de responsabilité. Pourquoi il ne le dit pas? Donc, dit qu'il n'était pas d'accord et qu'il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent voter. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils voulaient des urnes transparentes. Ils voulaient des bulletins uniques. Ils ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies et ils ont dit qu'ils ne vont pas aux élections. Laurent Gbagbo, qui avait signé avec les autres pour dire on ne va pas aux élections, finalement est quitté derrière les autres et s'est présenté face à Oufoué. Les autres ont dit qu'il les a trahis. Parce qu'ils étaient tous à Korogo, ils ont dit qu'ils ne se présentent pas. Mais Gbagbo dit, moi je me présente parce que Oufoué, je veux prendre date avec l'histoire. C'est vrai que les conditions ne sont pas réunies, mais il faut que quelqu'un se présente contre Oufoué pour faire avancer la démocratie. Donc le boycott qu'on a décidé là, moi Gbagbo je ne peux plus boycotter. C'est vrai, on n'a rien obtenu, mais je vais quand même aux élections. Et il allait aux élections, Oufoué Boigny a gagné, mais des années plus tard, Laurent Gbagbo dit que c'est parce qu'il s'est présenté contre Oufoué en Est. Il y a un idiot qui parle ici, Ado n'était pas élu Premier ministre. On n'élit pas un Premier ministre, petit idiot qui a écrit des bêtises là. On choisit un Premier ministre. Il n'est pas élu. On ne va pas aux élections pour être. Ouais, c'est ça qui fait mal, hein, ces petits idiots. Quand ils viennent sur mon direct, ils croient qu'ils peuvent me faire des leçons. Je ne dis pas ici qu'Alassane Ouattara était le président du comité interministériel parce que à l'époque, dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de poste de Premier ministre. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais il y a toujours des idiots qui croient qu'ils peuvent me contester. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas m'arriver à la cellule. Mais alors, on vous dit que Alassane Ouattara était président interministériel. Et toi, idiot, tu viens me dire, il n'était pas élu. Qui t'a dit même d'ailleurs qu'un premier ministre est élu? Hein? Il faut un régime parlementaire pour élire un premier ministre. Mais dans un régime présidentiel, un premier ministre n'est pas élu. Je dois t'enseigner ça encore. C'est pas vrai. 10, et qu'il a pris date avec l'histoire qu'il a pu devenir président en 2000. Donc, vous voyez qu'en 90, tous les partis politiques n'ont pas pu aller aux élections. C'était Gbagbo et Oufoué, les autres ont boycotté. Alors, restons bien tranquilles. Restons bien tranquilles. Écoutons très bien. En 90, est-ce que la candidature de Laurent Gbagbo a été rejetée par le Conseil constitutionnel? Moi, je suis toujours d'avis que quand vous faites des comparaisons dans le même registre. Je dis bien, faites des comparaisons dans le même registre. Laurent Gbagbo qui a fait la clandestinité, des conditions d'éligibilité pouvaient s'appliquer à Laurent Gbagbo. Mais pourtant, il a été retenu candidat. La question aujourd'hui n'a rien à voir avec la question hier. On parle de l'injustice, la manipulation, la mauvaise foi, le vol et le mensonge. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Quand vous regardez un conseil constitutionnel qui ment à ciel ouvert, mais en 90, est-ce que le dossier d'Oufoué était complet ou n'était pas complet? En 90, est-ce que le dossier de Gbagbo qui a trahi ses frères pour être candidat, son dossier était-il complet ou non complet? Parce que le bâtard ne rentre pas. Il prend des éléments pour berner, se croyant intelligent. Mais c'est un idiot. Allons en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la candidature de Laurent Gbagbo a été rejetée? Est-ce que la candidature d'Oufoué comportait des irrégularités? Mais Alassane Ouattara, sa candidature porte des irrégularités. Oufoué n'a pas exclu des Ivoiriens pour se présenter avec le candidat de son choix. Ce sont les partis politiques eux-mêmes qui ont décidé de boycotter. Non pas qu'il y a eu une injustice à leur niveau. Pourquoi le bâtard... Attends, petit, moi j'étais toujours dit. Moi là, je jure au nom de Dieu, au nom de ma tombe. Si bâtard que tu es, tu crois que tu es suffisamment aguerri politiquement, voilà, je te lance un défi, tu es maman. L'AES va jamais te fermer la frontière si tu veux rentrer au Mali. Viens. Si tu es garçon, viens, on s'assoit et on parler. Si tu rentres en Côte d'Ivoire, si Ouattara t'a maintenu au gouvernement, il faut m'appeler imbécile. Si tu es garçon, il faut venir. Tu es trop petit, je t'ai toujours dit. La grande gueule que tu fais là, la parole, je t'ai dit ta parole là, il n'y a pas de saveur dedans. Barkatiquement kana. Attention, nos parents nous enseignent ça aussi, la parole de Dieu nous enseigne. Quand ta parole, ce qui sort de ta bouche, ni barkata la yefoualidele. Mais quand tu parles et puis les choses s'appuient, attention. Moi, je ne suis pas ton camarade, tu es ma vie. Je répète. Est-ce que les Ivoiriens qui ont dit on ne va pas, est-ce que c'est parce que leur candidature souffrait d'irrégularité? Non. Ils ont décrié un processus qui était présidé par Alassane Ouattara lui-même en 90 en sa qualité de président du comité interministériel. C'est lui qui parlait. Il agissait comme premier ministre, mais il n'était pas premier ministre nommément par là. Mais il avait tous les attributs d'un premier ministre. Il remplissait toutes les fonctions d'un premier ministre, mais seulement Oufoué attendait les élections de 90 pour modifier la constitution et inclure le poste de premier ministre. Sinon, Ouattara était déjà un premier ministre à plein temps, plein régime, avec le nom de président interministériel, comité interministériel, c'est tout. Oufoué était très intelligent.
il a fait venir, il a nommé président du comité interministériel. Après les élections, il a nommé premier ministre. Mais en sa qualité du président du comité interministériel, c'est lui qui a piloté les élections. Il avait les moyens pour dire, allons aux urnes transparentes, bulletin unique. Mais Ouattara n'a rien fait de tout ça. L'opposition a boycotté. Si vous regardez, en général, l'opposition n'a pas boycotté tant c'est parce que la liste était ceci. Ils ont boycotté parce que Ouattara était un voltaïque et le voltaïque organisait des élections des Ivoiriens. Beaucoup ne voulaient pas le dire pour ne pas apparaître xénophobe, mais c'était ça le fond de leur refus. Donc, petit Touré Mamadou, je ne pense pas que tu sois à la hauteur parce que quand tu veux parler là, nous on va plus en profondeur. Tu présentes la face physique du iceberg et puis tu dis voilà tout le problème. Mais c'est plus profond que ça, petit. Écoutons encore. En 1995, Henri Konan Bédié est président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat à cause des clauses de résidence. Parce qu'on dit que pour être candidat, Petit, tu es menteur. Petit, tu es menteur. Connais Tia, c'est pas ça? Tia connaît, c'est pas ça? On va écouter ça et puis on va revenir. Et les 5 années qui ont précédé les élections, avec Alassane Ouattara était à Washington. Après, on va revenir sur ça, ne vous en faites pas. Il a menti, mais je vais faire tout pour revenir rapidement. Lui il dit que c'est à cause de ça. Je vais revenir ici. Je vais vous ramener ici. Il y a une partie intéressante que vous devez écouter. Et on va revenir ici. Vous allez écouter parce que je vais revenir ici. Je vais revenir rapidement. Je vais revenir. Je vous en prie, hein. Oh là 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 là. Où j'ai mis ça? Il faut que vous écoutiez ça, c'est important, c'est fondamental. Cette partie-là, pour contredire. Voilà, on va remonter. Voilà. Il a dit, Alassane Ouattara, c'est à cause de clause de quoi? Ok, on va revenir ici. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'était enregistré dans les documents du voyage comme étant de nationalité voltaïque. Et qu'une fois... Vous avez entendu ça quand Touré Mamadou parle là? Vous avez entendu ça? Il n'a pas qu'à de dire ça. Il n'a pas qu'à, mais il ment. Il falsifie l'histoire. Voilà la vérité. Et là, c'est le président du Conseil constitutionnel qui est en train de parler, je crois. C'est pas ce Conseil ou bien la Cour suprême, mais en tout cas, à l'époque, je ne sais pas quel était le nom, mais il est en train de parler, écoutons-le. Donc Alassane Ouattara était menteur. Il est Alassane Ouattara. Ibrahim, écoutons-le. Il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec dame Barbara June Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Tout par ailleurs. Une fois ses études terminées en Pennsylvanie,
Il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. Ce que Touré Mamadou a dit, est-ce que c'est un rapport avec ça? Ce que Touré Mamadou a dit, est-ce que c'est un rapport avec ça? Il a parlé de clause de résidence. Voilà comment les gens falsifient les faits. 90, il a menti. Touré Mamadou. 91, il ment encore. Voilà la raison qu'il dit 91, 95. Même s'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa-Taboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque. Alors vous voyez, c'est ce que nous, on aurait souhaité voir cette prostituée appelée présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Ici, il y a eu des investigations qui ont apporté des éléments de clarification. Et ces éléments étaient incontestables. Voilà pourquoi Ouattara a dit au président Bédié, je vais frapper ce régime, il va tomber comme un fruit pourri. Ici, les faits sont incontestables. Cela repose sur une base juridique. Vous voulez renier, vous voulez rejeter la candidature de Vincent Toby? Apportez la preuve irrécevable qu'il a fait ça, il a fait ça. Une simple déclaration ne suffit pas. Et ce gouvernement de voleurs, de marmailleurs, de corrompus, nous demande de nous contenter d'une simple déclaration d'une prostituée appelée président du Conseil constitutionnel. Et c'est que nous refusons. Donc quand Touré Mamadou veut refaire l'histoire, qu'il ait la décence morale de ne pas s'aviser à emprunter un chemin qui peut entraîner la chute de leur pouvoir. Alassane Ouattara en 95 n'a pas été rejeté pour clause de résidence. Mais voilà les faits pour lesquels sa candidature. Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Benzoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations des transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qui s'est ouvert dans les écritures bancaires de la cible, les comptes numéro 30 010 076 005 000. Est-ce que ça là, Alassane Ouattara peut mentir que le compte n'est pas son compte? C'est son compte. C'est ce qu'on appelle l'investigation. Mais attendez, la droguée prostituée bien, il révèle que, il sort que, mais quand tu as fini ça là, le premier travail de cette prostituée appelée président du Conseil constitutionnel, c'était de faire quoi? C'était de demander, séance tenante, tous ceux qui ont de faux numéros de caisse nationale d'identité de les retirer de la liste électorale. À Maquet. Touré Mamadou, c'est là que tu vois, tu es un petit bâtard, pathétique menteur. À Maquet. Donc, vous estimez que Afin Guessa, Cheikh Tidentiam, Laurent Gbagbo, Assalé Timoko, Toby, ils ont pris des numéros, des parrains avec des faux numéros de pièces d'identité. Ce que eux-mêmes ont dénoncé des mois et des mois en avant. Mais malheureusement, vous avez utilisé cette même ruse maléfique pour les recaler. Mais, au lieu de montrer que vous êtes dans la vérité, les mêmes personnes que vous avez identifiées comme étant de faux numéros de pièces d'identité, vous les conservez encore sur la même liste électorale. Pour quel fin? Pour quel but? Parce qu'en réalité, ces gens-là n'existent pas.
tous ces chiffres que vous avez donnés, ce sont des chiffres erronés. Touré Mamadou, est-ce que tu peux faire la distinction entre la malhonnêteté et l'honnêteté? Écoutons. 30, 121, 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque, numéro 457 du 23 décembre 1978. Est-ce que ça c'est faux, Touré Mamadou? En outre, à l'achat des immeubles Signal, Ekodio et Boukoré, il s'est désigné ex-qualité d'acheteur dans les 2 actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta. J'ai dit à Alassane Ouattara, je suis ton carrefour, celui par qui tu vas tomber. Vous allez, si tu écris ce nom-là encore, je te chasse de mon direct. Tu comprends? Tu me parles de ça encore, je te chasse de mon direct. Ce commentaire-là, je te donne la chance de l'effacer. Leader, tu effaces ou je te bannis de mon direct. Donc, Alassane Ouattara, je te dis, moi, je suis ton direct. Moi, je suis ton, comment on dit, ton dernier carré. Alassane Ouattara. Si tes ministres là mentent et puis sortent, on va sortir des documents plus lourds. Vous croyez que fermer les comptes de Johnny Pacheco, fermer les comptes de Oxymore, vous croyez que c'est tout? Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, je vais dire ceci à Johnny et à Oxymore. Comme tu n'écoutes pas français, je te bannis de mon direct. Alors, je vais vous dire une chose simple. Johnny et Oxymore, vous dites que vos comptes sont fermés, mais pourtant vous arrivez à émettre. On arrive à vous voir. Les gens arrivent à faire passer. Soyez plus intelligents. Vous avez dit que le fils de Dominique Ouattara a recruté des hackers et ils utilisent un logiciel israélien pour désactiver vos comptes. Mais soyez plus intelligents que ces gens-là. Soyez plus intelligents. Eux-mêmes, ils ont créé beaucoup de comptes. C'est pas ça? Il y a des gens qui diffusent vos informations. C'est simple. Ceux qui diffusent, c'est vrai que chacun veut avoir son propre compte, on a le contrôle dessus, on a la maîtrise dessus. C'est vrai, ça fait mal. Quand on ne contrôle pas soi-même sa propre communication, ça fait mal. Mais, pour les raisons de la cause et pour les besoins du combat, prenez contact avec certaines structures qui arrivent à poster. J'ai entendu Johnny dire que même si on poste ces publications, que c'est supprimé. C'est faux, Johnny, c'est faux. Tous les jours que tu fais, quand tu dis, ah, chez toi là-bas, là, nous on voit ça sur YouTube. Sur YouTube, on te voit toujours. On te voit, tu es toujours disponible. Moi, c'est ça qui est un peu dangereux. Excusez-moi l'expression. Permettez-moi cette petite parenthèse. Quand vous parlez à Johnny, il écoute. Moi, j'ai l'impression que Johnny se panique trop vite. Et c'est vrai. Il se panique trop vite. Pour un jeune homme commando, ça m'étonne un peu de ta part, Johnny. Tu te paniques trop vite. Et puis, on a l'impression que tu n'as pas d'autres ressources. C'est-à-dire qu'une fois que tu es bloqué, pour toi, c'est fini. Tu peux rien faire. Et tu sors, tu dis tout. Mais Johnny, pour celui qui a fait la formation commando, il y a une façon de se taire un peu et puis laisser le doute chez l'ennemi. Mais quand toi tu sors et puis tu dis tout là, mais ils s'asseyent dans leur salon, ils boivent leur champagne, ils dégustent leur gigot de porc, ils sont contents parce qu'ils ont atteint leur but. Parce que toi-même tu sors pour confirmer tout ce qu'ils font. Donc les petits qu'ils ont payés là, tout de suite là, le Dieu est donné aux petits. Mais quand tu te tais, parce que tu n'as pas fait la communication, donc tu ne maîtrises pas la communication mieux que Keïta. C'est vrai que tu étais sur les réseaux avant moi, mais tu ne maîtrises pas la communication mieux que moi. Et ce que tu fais là, jusqu'à ma mort, je ne vais même pas penser à ça pour dire je vais faire.
Moi, j'ai traversé pire que toi, mais personne n'a su que j'ai traversé ces moments difficiles. J'ai traversé pire que toi. Personne n'a su. Personne. Mais quand tu tapes, brrr, tu sors, tu parles. Brrr, tu sors, tu parles. Ça, c'est le travail. Excuse-moi, ma chérie Christine. Mais Clem, excusez-moi les jolies dames. Mais ça, c'est le travail de femme. Garçon ne fait pas ça. Un garçon, il apprend à encaisser et puis se tait. Toi-même, tu dis commando, tu as suivi formation. On te donne petite histoire et puis tu cries partout. Je suis désolé, il faut que je parle comme ça pour que ça lui fasse mal. Je fais exprès. Il faut arrêter de hurler comme une petite fille apeurée et égarée. Il faut arrêter ça, Dieu. Ils t'ont fait. Contacte ceux que tu peux contacter, comme on peut riposter. Et puis vous ripostez, et puis vous frappez. C'est quand vous allez écouter il y a certains médias, quand ils parlent de la Russie ou de la Chine, par rapport à l'agression, je vais te donner juste l'exemple de la Chine, de la Russie et puis de l'Inde, l'Iran et la Turquie. Quand Donald Trump est venu avec son affaire de tarifs, élévation des frais douaniers, il a frappé la Chine ne parlait pas. La Chine disait rien. Il frappe, la Chine frappe, il frappe, la Chine frappe. Mais le plus explosif, c'est ce qui s'est passé avec la Russie. Il a sorti toutes sortes de bêtises poussées. Vladimir Poutine a parlé. Il n'a même pas parlé. Pendant ce temps, Poutine a adapté son système et il frappe l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Inde a fait? L'Inde est restée silencieuse sans dire un mot. L'Inde a adopté sa stratégie. Aujourd'hui, là, c'est les Américains qui pleurent. Un homme, quand tu fais la communication politique sur des plateformes des réseaux sociaux et qu'on t'allume, va t'asseoir et puis réfléchis. Pour toi, tu vas perdre tes abonnés, ça c'est sûr. Mais c'est juste momentané. Chris Yapi, ils ont fermé, combien de fois ils ont fermé les chaînes de Chris Yapi? Mais il est revenu. Quand on fermait la chaîne de Chris Yapi, il était au-delà des 500 et quelques mille abonnés. La dernière fois j'ai regardé, il est autour de 430, 450 000 abonnés. Il est revenu encore Chris Yapi. Mais c'est ça, Johnny Pacheco. C'est ça. Dans les besoins du combat momentané, trouve tout de suite des solutions de relais. En attendant que tu trouves un moyen pour remettre un autre compte à ton nom que tu vas gérer. Parce que tu n'as pas été banni. C'est le compte qui a été banni. Tu peux créer un autre email, un autre numéro de téléphone, et puis tu crées ton compte. C'est tout. Tu as mis Johnny Pacheco, tu peux mettre Pacheco Johnny. Il faut arrêter. Moi, c'est vrai. Les Ivoiriens t'appellent, il y a le soutien moral, il y a le soutien financier. Ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment tous ceux qui veulent t'aider à le faire. Mais arrête de trop pleurer tout le temps sur les réseaux. Arrête. Arrête de te victimiser. Le combat est trop dur pour que toi, tu viennes pleurnicher toujours. Parce que quand tu as fini de pleurnicher, les gens vont écouter ailleurs. Il y a des gens qui leur donnent des informations pendant que toi, tu pleurniches sur ton sort. Mais c'est clair. Pendant que tu pleurniches sur ton sort, là, Johnny, les gens vont regarder ailleurs. Et pendant que tu pleurniches sur ton sol, ça danse au palais, ça danse dans les résidences, il n'a pas dit peu, regardez le dit, le commando Gayab, il attend de pleurer partout. Mais ils auront raison. Tu es trop émotif, mon frère. Sois rationnel par moment. Ça fait mal, mets à côté et puis réfléchis, il faut aller à l'avant. Franchement, c'est pas Alassane, hein? C'est pas le RHDP, tu vas te détruire toi-même. Et ça, ils ont tellement intelligemment réfléchi que ça t'arrive. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de te piéger toi-même. Parce que finalement, si tu n'es pas à la hauteur, mais ils ont compris ton point faible, ils vont t'allumer tous les jours. Ils vont t'allumer tous les jours. Et tous les jours, tu vas sortir pour planifier. Mais pendant combien de temps, les gens vont dire, mais lui, là même, là, tout. Et puis, c'est fini, tu seras dans les oubliettes. Oublie ça, là, mon frère. Sois un garçon. Arrête de venir trop pleurnicher. Tu encaisses. Tu restes dans ton petit coin, tu réfléchis, tu sors et puis tu avances. C'est tout. Tu avances, c'est tout. Ou carrément, tu abandonnes le combat, c'est terminé. Tu laisses tomber. Parce que moi, quand je te regarde avec tout ce que tu dis, je dis, tu n'es pas à la hauteur. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Tu n'es pas à la hauteur.
Tu veux, tu pleurniches matin, midi, soir. Mon frère, il faut arrêter de pleurnicher. On nous cogne, nous tous. Arrête de pleurnicher. Le combat, là, n'a pas besoin de pleurnicher. Et ceux qui meurent, là, leurs parents vont faire comment? La maman de Johnny, la maman de Ziggy, va faire quoi? Toi, au moins, tu es en Finlande. La maman de Ziggy n'a qu'à faire quoi? On a enlevé son fils, ils ont volé ses choses chez elle. L'enfant allait se rien, n'a qu'à faire quoi? La femme et les enfants d'Alino, les parents d'Alino, ils vont faire quoi? Lui, il est mort, ils vont faire quoi? Toi, tu vis et puis tu es là, en train de pleurnicher matin, midi, soir, ils m'ont fait ça, ils me fait ça. Et Alino qui est mort, là, on fait quoi? Mon Dieu, gars, tu n'es pas à la hauteur, pardon, faut partir. Je t'aime bien, hein, parce que le combat, là, moi, je vais être honnête avec vous. Le combat est à un niveau, moi, je ne suis plus dans les émotions. Le combat est à un niveau, je n'ai vraiment, tu veux pleurnicher, pardon, faut continuer à pleurnicher. Et nous, on avance, c'est tout. Mais ils savent, moi, ta maman, ton papa vient attaquer Keïta, il s'en fout. Quand il finit de te lessiver là, il continue. Moi, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Tu viens, j'ai créé un autre compte. Là, mais j'ai tellement de comptes que j'ai déjà créés. Vous vous rappelez, je vous dis souvent, allez-y sur un compte. Moi, j'ai déjà créé beaucoup de comptes. J'ai déjà des comptes de relais, Johnny. Moi, au moins 3-4 comptes qui sont là, qui dorment. Que je n'ai même pas encore activé. J'ai déjà créé sur YouTube. J'ai déjà créé sur Facebook, j'en ai 5. Jusqu'à un jour, Facebook m'a dit, mais tu crées trop de comptes là. Si tu crées encore, on bloqué. J'ai créé tellement ça là. Je n'utilise même pas. Ils font leur malin et je suis là-bas. Parce que c'est le nom qui les recherche. C'est le visage qui les recherche. Hein? Il faut arrêter de pleurnicher, mon frère. Alors, on va continuer d'écouter. Et puis on va aller à autre chose. Alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes le 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Donc, Alassane Ouattara a fait du faux. Du faux, du faux et du faux. Touré Mamadou, tu nous parles des élections de 95, de 90, de 2000, de 2010. Dieu merci, tu as dit chacun a sa part de vérité et tu vas dire ta vérité. N'écoutez pas Touré Mamadou, c'est un pathétique, pitoyable menteur. Il manipule les faits. Voilà la raison pour laquelle il y a eu la rébellion. C'est ça que Sorodium n'a pas aimé. C'est ça que Ouattara n'a pas aimé. Et c'est ça qui a poussé Ibé et ses compagnons d'armes à prendre les armes contre la République le 24 décembre 1999 et le 19 septembre 2002. Et Alassane Ouattara a toujours réclamé sa paternité, mais il l'a fait tellement de façon médiocre que c'était facile. Je vous ai dit ici une fois que Kone Zakaria faisait campagne pour Alassane Ouattara, lui que Ouattara a prétendu ne pas reconnaître. Dieu est tellement bon, la vidéo est venue pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. J'étais en train de regarder quelque chose sur YouTube, puis pas, c'est venu comme ça. J'ai dit, hey, quelqu'un que tu connais pas. Dans la vidéo, il dit, Alassane Ouattara m'a appelé. 2h ou 3h du matin. Quelqu'un que tu connais pas, tu l'appelles à 3h du matin. Et il m'a dit, va à Madinani, parce que Madinani était serré. Va défendre le candidat du RHDP. Je vais vous montrer la vidéo, ne vous en faites pas. Mais je vais terminer rapidement avec un petit abonné. Selon qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, est comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signature de l'intéressé, puisqu'il appelle
de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains convoient jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Donc, Alassane Ouattara, ici le Conseil constitutionnel dit qu'Alassane Ouattara a fait du faux. C'est un menteur, c'est un voleur. Alors, Ivoirien, est-ce que vous êtes surpris quand il arrive à la tête de l'État et puis le fonds de souveraineté explose à plus de 300 et quelques milliards par an? Vous êtes-il surpris lorsqu'il arrache les sociétés d'État à ceux qui méritent la gestion pour les rétribuer à ses nièces prostituées et à ses parents voleurs? Est-ce que la malhonnêteté d'Alassane Ouattara date de son accession au pouvoir? Non. Il a toujours agi en tant que tel, menteur, corrompu, voleur, et n'a jamais été honnête. Il a toujours manipulé les faits pour se présenter en victime. Alassane Ouattara est celui-là qui, avec Dominique Ouattara, vole la Côte d'Ivoire. Si voler seulement, on pouvait se taire, mais tue des Ivoiriens. Commet l'inceste. Ne reconnaît pas aux Ivoiriens le droit d'être candidat aux élections de leur propre pays. Leur refuse le droit de conquérir, de compétir et de concourir. Quand l'idiot Touré Mamadou nous parle d'inclusivité, la question n'a rien. Oui, les gens le disent par souci de préserver la paix. Mais si vous voulez exclure un candidat, faites-le avec honnêteté, probité. Que les raisons évoquées pour disqualifier tel ou tel candidat soient des raisons justifiables, soutenables et ne souffriraient d'aucune contestation. Mais quand un candidat, en plein direct sur un podium de télévision, sur un plateau de télévision, montre au monde et à la nation ivoirienne que Alassane Ouattara lui-même ne remplit même pas les conditions pour être candidat, puisqu'il n'a même pas atteint les 1% du quota demandé. Et que des idiots comme Touré Mamadou, des voleurs et des pédés comme Touré Mamadou, qui a volé l'argent de la République, qui n'a aucune dignité, celui qui répétait en suffisance à qui veut l'entendre que le gouvernement ivoirien mettrait à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire 1 milliard par jour. Je dis bien 1 milliard par jour, ce qui fait à peu près 366 milliards dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui n'était rien pratiquement. Mais c'était tellement idiot de prétendre donner 1 milliard par jour aux jeunes. Alors qu'avec seulement 300 milliards, combien d'entreprises pouvaient être créées et combien d'emplois on pouvait tout de suite mettre à la disposition de ces jeunes avec ces entreprises créées. Avec 300 milliards de francs CFA. Mais on prétend acheter la morale et la conscience des jeunes gens en leur faisant croire que le président mettrait à disposition 1 milliard par jour. Depuis l'histoire de l'humanité, l'histoire des temps modernes, on n'a jamais vu une telle médiocrité, un tel mensonge, une telle barbarie, une telle escroquerie politique. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Encore des peuples dits civilisés. Un président qui prétend mettre 1 milliard de francs CFA à la disposition des gens. Pour faire quoi? 1 milliard par jour. Pour faire quoi? Pour aboutir à quoi? Pour rechercher quoi? Le président a pour rôle de créer les opportunités d'emploi, des opportunités de création de richesse, non pas d'acheter la conscience morale avec de l'argent. Sur une population de 30 millions, vous avez peut-être une population de
une population juvénile qui excède peut-être les 60% ou les 70%. Donc, ce qui peut vous revenir facilement entre 18 peut-être et 20 millions. Bon, 20 millions peut-être. Prenons 15 à 18, 19 millions de jeunes. Et vous voulez faire quoi? Avec ces 15 millions de jeunes, vous voulez, comment vous allez repartir ces 1 milliard par jour? Est-ce que vous avez mis une structure en place où les jeunes devraient se rendre pour voir comment ils viennent avec des projets? Les 1 milliard sont disponibles. Ils viennent avec des projets. Le projet est validé. Ils vont là. Parce que quand vous dites 1 milliard par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, soit vous êtes un petit bâtard et un voleur, vous avez l'argent liquide et vous allez mentir que vous avez donné les 1 milliard par jour. Ou soit, une structure tout de suite est là, l'argent est disponible dans un compte, vous venez, votre projet est validé, on regarde, on étudie, votre projet est validé. Les 360 milliards sont déjà dans un compte qui sont là. Et les jeunes qui viennent avec des projets, des experts sont là, ils regardent quoi? D'abord, l'applicabilité du projet, d'accord? On regarde, le projet est viable, le projet est faisable, d'accord? On regarde et on dit d'accord, et vous avez le OK, vous allez à la banque, on regarde, et puis les différentes garanties, ou si c'est cadeau, c'est autre chose. Mais si c'est des prêts, vous allez, le taux de remboursement prêt, c'est un taux zéro, vous allez, vous prenez, la banque vous donne, et il y a des spécialistes, ou du moins il y a des conseils qui vous suivent. Donc, on dit par exemple, tel nombre de personnes, il y a tel ou tel conseil, et le conseil rend compte régulièrement à travers des rapports sur l'exécution mais rien. C'est un gouvernement d'amateurs. Un gouvernement d'amateurs, pathétique et des voleurs. C'est tout. La première chose que les jeunes auraient dû rechercher avec ces 1 milliard, quelle structure est chargée de gérer ces 1 milliard? Est-ce que c'est le ministère de la Jeunesse, évidemment, un bâtard qui n'a pas fini de courir après? Lui, il fait tout, hein. Il fait tout, hein. Il n'est pas seulement hétéro, hein. Il est bisexuel, tout le moment. Le jour, il est content, il est homosexuel. Le jour, il n'est pas content, il est hétéro. Le jour, il veut aller femme, il est femme. Le jour, il veut aller garçon, il est un garçon. Donc, lui, il n'a pas de problème avec ça. Alors, vous voyez, c'est ça, ce qui est malheureux, ce qui est malhonnête. Et Alassane Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara est un farceur. Alassane Ouattara est un criminel. C'est pourquoi on va écouter le président Gbagbo dire ceci. Laurent Gbagbo, parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les continuerons quand nous allons discuter à la télévision. Merci aujourd'hui. Parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attends pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il avait que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il y avait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert.
C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les citoyens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous vont mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Alors, ça c'est le président Koudou Laurent qui a parlé et c'est une réalité, c'est un fait, c'est indiscutable. Alassane Ouattara est le père de tous ces coups d'État multiples que la Côte d'Ivoire a connus et traversés. C'est indéniable, on ne peut pas discuter. Mais il va essayer de dire que ce n'est pas lui. Alors, on va aller interroger encore l'histoire. Ne vous en faites pas, hein. Ne vous en faites pas. On va revenir. Ne vous en faites pas. On va revenir. On va vous faire écouter ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que Ouattara est vraiment celui-là? D'accord? Mais attendez d'abord, on va écouter ce que Ouattara lui-même il a dit. Écoutons ça d'abord. Quand j'étais à Paris, quand on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Un certain Collé Zakaria, un certain Collé Zakaria, un certain Collé Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé. Ça, c'est Alassane Ouattara qui a dit. Je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais vu. Ok. Je ne l'ai jamais vu. C'est pas ça? Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue mandingue. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler. Bon, vous connaissez Zakaria, peut-être qu'on a dit, ah, Keita, où il est, attendez, d'accord. Regardez, c'est lui qui est là. Vous l'avez vu? D'accord. Maintenant, on s'en va. On va l'écouter. Ok. Il faut parler. On va parler en langue. Un peu dans le traitement. Parce que mon Dieu est peut-être court. Je vais faire passer un peu. Écoutez bien. Donc ici, il trace l'historique, hein, par en fait quelques éléments clés de leur rébellion, d'accord? Alors, si vous voyez bien, Sorogum n'était pas au début avec eux, ils l'ont appelé à la dernière minute pour les rejoindre, mais c'est eux qui ont conçu, qui ont pensé leurs choses. Lui, IP, le CENI et autres, tout ce que vous connaissez. Mais Alassane Ouattara dit, et ce sont les mêmes qui, en 93, voulaient empêcher le président Henri Konan Bédié
d'accéder au pouvoir. Et c'est eux, en 93, qui avaient mis un blocus sur la RTI. Je vais vous expliquer ce passage à tout moment. Les Français ont joué à un double jeu. Comme Ouattara a fait ses études selon eux, moi je mets toujours cela en doute, ils se sont dit que, ayant fait les États-Unis, il est pro-américain. Donc, l'Élysée se méfiait beaucoup de lui. Il n'avait pas trop confiance, mais quand même qu'il avait été imposé par les institutions financières, la Banque mondiale, le FMI, pour des raisons que vous connaissez tous. Alors, en 93, à la mort de Fouet, Bédié qui était encore à Yamoussoukro, d'abord comment ça se passe? Fouet arrive à Yamoussoukro, en vraiment catimini, c'était compliqué. Je vous ai fait écouter le passage de Fologo. C'était difficile, mourant, agonisant, donc il a préféré rentrer en Côte d'Ivoire et que mourir. Beaucoup même disaient qu'il était déjà mort, mais qu'on a fait croire que c'est le 7. Bon, c'est Dieu qui connaît la vérité, on va pas rentrer dans ce débat. Fouet arrive, il a Yamoussoukro, il arrive vraiment dans une discrétion absolue, personne ne voit ce qui se passe. Et puis le 7, c'est Ouattara qui sort pour dire à la télévision, la Côte d'Ivoire en deuil, Fouet est parti. Bédié lui-même étant surpris. Parce que pour faire ce genre de choses, il faut informer les présidents de l'institution. Il ne l'a pas fait. Et lui et Bédié devaient se rendre ensemble à Yamoussoukro. Qu'est-ce que Ouattara fait? Fouet avait, je crois, il avait le Fokker 100, il avait le Grumman présidentiel. Je crois Fouet avait 2 ou 3 comme ça. Et Ouattara réquisitionne, je crois que c'était le Grumman ou le Fokker, je ne sais pas trop. Ils font sur Yamoussoukro, il ne dit rien à Bédié. Il va à Yamoussoukro, mais entre-temps, les avions, Fouet les avait achetés pour quand un est disponible, l'autre va pour les entretiens. Donc, l'autre était allé en entretien, c'était le seul avion disponible. Fouet rentre à Abidjan par le même avion, et à Yamoussoukro, pardon, et il demande que l'avion vienne le chercher. L'avion va le chercher à Abidjan, et puis lui va à Yamoussoukro. Il laisse Bédié dans son coin, il ne lui dit rien. Bédié apprend, lui qui attendait qu'il parte, il apprend que Ouattara est à Yamoussoukro. Tout de suite, il fait préparer sa voiture, parce que lui aussi, c'est vrai qu'il était président de l'Assemblée nationale, mais alors son tranquille, Bédié quand même, c'était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Il prend sa voiture avec sa sécurité personnelle, enfin, sa sécurité, et puis il se rend le à Yamoussoukro. Mais il comprenait pas, lui-même il comprenait pas grand-chose. Il se méfiait beaucoup de Ouattara parce qu'il a appris beaucoup de choses dans les coulisses, que ce que Ouattara faisait, il était au courant de tout. Donc, il risquait, il craignait un peu pour sa vie. Mais c'est là qu'il voyait que la France est dangereuse. Donc, il arrive à Yamoussoukro et c'est la France qui l'interpelle en cachette. Tu restes à Yamoussoukro, tu es mort. Si Ouattara rentre avant toi, c'est fini pour toi. Et Bédié, tout ce qu'il a compris le jeu, je vous ai expliqué, intelligemment, ils se sont éclipsés. Les gens pensaient qu'il allait à l'hôtel ou dans sa résidence se reposer. En même temps, Ouattara apprend que Bédié à Abidjan, il a la RTI, il veut rentrer. Les éléments de IB étaient déjà là. Quand il a appris que, par exemple, Bédié est parti à Abidjan, que Bédié se dirigeait sur Abidjan, il savait que Bédié allait faire sa propre déclaration. Donc, il a pistonné IB tout de suite. Ça, c'est des choses qui sont vérifiables. On n'a pas besoin de... Il pistonne IB envoie ses éléments, fait le tout, ils ont encerclé. Il avait demandé le soutien du général Gueye qui avait refusé à l'époque. Le soutien du PDC, tout le monde avait refusé, à part Philippe Grégoire-Yassé. Et puis, ce que vous connaissez. Donc, IB et ses hommes, les hommes d'IB, pardon, vont, ils mettent... ils imposent un blocus, personne ne rentre à la RTI. Gbagbo aussi n'est pas, vous dites Gbagbo, le président Bédié n'est pas allé seul à la RTI. Il est allé avec, je crois, un bataillon ou un détachement de la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui a, c'est pourquoi quand nous voyons la gendarmerie dans cet état aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être déçu. C'est la gendarmerie qui tient le nerf, c'est le poumon même de la Constitution, c'est la gendarmerie. Pas les militaires, c'est la sécurité, c'est vrai, mais c'est la gendarmerie. Les gendarmes sont plus instruits que les policiers, que les militaires. Donc, les gendarmes, ce sont les intellectuels des forces armées.
Et Bédié arrive, il a accompagné avec un détachement de la gendarmerie, qui eux aussi, c'est les meilleurs qu'ils ont pris pour accompagner Bédié, parce que Bédié savait, et c'est la France qui a dit, tu vas pas, c'est fini pour toi. Ouattara, c'est terminé pour toi. Puisque n'oubliez pas que le renseignement, la DST était infiltrée par la DGSE. Donc les gens savaient tout ce que Ouattara faisait. Donc la DGSE rendait compte au président Bédié régulièrement. Ferme la porte là, j'entends parler. Donc le président Bédié était informé régulièrement, non pas par la DST, mais par l'ambassade de France qui a fait un bureau de la DGSE là-bas. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Donc Bédié arrive, il force, il dit bon, ben, il bouge pas. Et tous les Ivoiriens se souviennent de cette image. Mettez-vous à ma disposition. Allez-y, vous allez regarder dans quelles conditions était Bédié. Il n'était pas lui-même. C'est comme si quelqu'un qui venait de faire, qui venait de prendre le pouvoir. Hein, c'était un militaire aussi, mais c'était la manière militaire, mais en civil. Donc, Bédié va et puis il dit, désormais je suis le président des Ivoiriens, et Ouattara savait que dès cet instant, son projet venait d'échouer, puisqu'il n'a pas réussi à rallier à ses côtés ni l'état-major des forces armées, ni la direction politique du PCRDA, ni l'opposition politique. Donc il venait d'être isolé, il n'avait pas autre choix que de rendre sa démission le lendemain matin. Et cette humiliation, Ouattara ne l'a pas oubliée parce que ça a été une véritable humiliation pour lui. Bédié venait d'exposer son plan. Ça a été une humiliation pour Ouattara. Alors, c'est ça. Vous voyez, quand des bâtards comme Touré Mamadou veulent falsifier les faits, nous avons le droit moral, historique et politique de retracer les faits dans leur contexte. On ne peut pas seulement prendre des trucs et les retirer, on prend un, on l'enlève de son contexte, et puis mais c'est pas comme ça que ça marche, petit idiot, pédé des choses, ministre Touré. Tu prends les choses et puis tu les expliques. Pourquoi tu les enlèves dans leur contexte? Et tu crois que les gens vont te suivre comme ça bêtement? Mais nous sommes là. Nous sommes le gardien de cette conscience morale, historique et politique de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, bloquer les comptes de Diony, ça ne changera rien. Bloquer les comptes d'Oxymore, ça ne changera rien. Parce que ce que vous n'avez pas compris, les idiots que vous êtes, c'est un changement, c'est un esprit. On ne peut pas arrêter un esprit. C'est l'esprit du changement. Vous ne pouvez pas. Que vous attaquez à ceux qui portent le combat de la Côte d'Ivoire, c'est peine perdue. Parce que d'autres vont se lever pour mener ce combat. Vous ne pouvez pas taire. La vérité, ce n'est pas possible. Je remercie YouTube qui est en train de bloquer plein de personnes qui envoient des messages haineux parce que moi j'ai des amis, des filtres. Tout ne peut pas être filtré. Mais donc j'ai mis des filtres. C'est pas toujours. Ceux qui passent, je les bloque moi-même. Ceux que Facebook, YouTube bloque. Voilà, c'est en fonction des filtres. Vous croyez que je suis bête, j'ai venu faire direct et puis de pas mettre des filtres dedans. Il y a plein, regardez, messages soumis à examen, messages soumis à examen, messages soumis à examen. En fait, ils croient qu'ils vont me signaler. Mais moi, je remplis les conditions de ce que YouTube demande. Moi, je n'incite pas. Vous êtes tellement des bâtards mal élevés, mal informés. Keïta ne parle pas comme les Johnny et autres qui disent j'ai pas peau, j'ai pas peau. Keïta vient avec des preuves. Il ne parle pas sans présenter les preuves. Pourquoi que YouTube va vous écouter, bâtard que vous êtes? YouTube écoute, quand je parle là, c'est sur la base de ces éléments-là. Je ne fais qu'analyser. Donc, vous allez dire quoi? Mais YouTube, j'ai fait passer les propos de Touré Mamadou. Non? Je fais passer sûrement Kone Zakaria. Non? Et vous voulez que, vous croyez que YouTube ne sait pas tout ça? Des bâtards, vous êtes tellement bêtes. Dans quelle école vous êtes parti? C'est ça la force de Keïta. Il ne vient pas dire il a pas beau, il a source. C'est ceux qui disent j'ai source qui ont problème. C'est eux là, on ferme leur compte. Keïta n'a pas de source. Voilà ça ici. C'est des faits. C'est pas des fakes.
C'est que des faits qui ont fait que si ça est toujours sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi YouTube va me condamner pour ça? Vous êtes tellement bête que je vous regarde, vous êtes pathétique. Je ne parle pas sans éléments. C'est ça qui fait qu'il ne peut rien contre moi. En tout cas, pour le moment, par la grâce de Dieu. Parce que moi, je parle en fonction d'éléments et de faits établis. Est-ce que ici, j'incite à la haine? Non. J'incite à la xénophobie? Non. Est-ce que j'incite à la violence? En quoi? Dire que vous êtes des bâtards pathétiques, voleurs. C'est ça là, votre problème. Mais le mot bâtard n'est pas une insulte pour YouTube. Non. Il y a plusieurs significations à l'expression bâtard. Vous pouvez être un bâtard génital, c'est-à-dire que votre maman ne connaît pas votre papa. Vous-même, parce qu'elle a connu plusieurs partenaires. Ou bien vous-même, vous ne connaissez même pas ni votre papa ni votre maman. Ça, c'est, moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Mais je vais sur un terrain beaucoup plus intéressant, plus intelligent. Voilà. C'est pas une insulte. Parce que les gens analysent ce que vous dites en fonction du contexte dans lequel vous parlez. Et Dieu, vous êtes tellement bête, vous ne comprenez même pas tout ça. Ici, là-haut, c'est pas Alassane Ouattara qui a accusé, bâtard, là, vous sortez des trucs. Signalez, moi je m'en fous, YouTube n'est pas aussi bête que ça. Ce qui s'est dit ici, là, moi je n'ai pas dit, on m'a donné le document, voilà la famille, des choses. Les visages que j'ai mis là, est-ce que c'est la famille présidentielle, là, ces photos là, est-ce que ça n'existe pas sur YouTube? Vous êtes vraiment, Allah. Et puis, votre papa, je ne sais pas s'il vit ou il ne vit pas, vos parents, ils vivent pas. On a mis notre enfant à l'école. Et tu viens comme ça là, te ridiculiser devant l'enfant de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo. Tu es allé à l'école. Quelle école tu as fait? Hey. Il a parlé tout. Il dit maintenant, là, on a pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Un bâtard, là. C'est Keïta qui a dit ça. C'est pas votre colonel Kone Zakaria qui dit ça. Mais attention, maintenant, Zakaria a vidéo, où il est en train de faire campagne pour Alassane Ouattara qui dit que je ne le connais pas. On a pris les armes pour qui? Il le dit. On a pris les armes pour qui? Dis mon petit idiot, Kone Zakaria parle. Ça c'est important. Il dit, Ibrahim vous ment. Il n'a jamais investi un centime dans les armes. Mais Ibrahim nous a fait croire que c'est lui, grâce à ses connexions, ses amis, c'est lui qui a acheté les armes. Il dit ici, tout est faux. Tout ce qu'Ibrahim a dit, c'est faux. Il dit, j'ai préféré, moi, Kone Zakaria, mourir. J'ai choisi de mourir pour mes parents. Et si je meurs dans cette mission, c'est une mission noble pour moi. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ça, ce n'est pas Keïta. C'est pas Keïta. C'est lui qui dit ça. Continuons d'écouter. Et puis le dit de façon claire, c'est moi qui ai fait entrer toutes les armes en Côte d'Ivoire, à partir du Burkina Faso. C'est avec Blaise, c'est Blaise, les armes qu'ils avaient, c'était facile pour Alassane Ouattara. Pourquoi Blaise Compaoré est aujourd'hui pathétiquement malade? Il est devenu aujourd'hui une personne minable, il n'est rien. Tout le mal qu'il a fait subir au peuple de Burkina. Mais Sankara l'a laissé prendre sa vie et Blaise le paye aujourd'hui. Je peux dire, c'est vrai que Sankara, ça a été une mort par balle, mais c'est une mort noble.
en tant que soldat, ici à Tadé. Mais Blaise, comment tu vis aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ta femme même a honte, mais peut-être que c'est des médecins, un service particulier que Alassane prend l'argent des Ivoiriens. Il y a des gens, mais Chantal même n'a même pas le temps pour s'occuper de toi. Ta propre fille, même Blaise, est-ce que tu la vois aujourd'hui? Ceux qui sont autour de toi dans ton palais, là, ils sont où aujourd'hui? Tu es le seul en Côte d'Ivoire, dans ton petit coin, dans une petite chambre. Tu ne dors même pas certainement dans la même chambre avec Chantal. On t'a mis quelque part pour que les gens s'occupent de toi. Que les je ne sais pas si c'est, je sais pas comment les gens font, mais en tout cas. La France même te refuse un visa pour entrer, aller te soigner. Donc, c'est toi qui, dans ta dotation d'armes, tu as acheté ces armes-là et tu as donné à ces rebelles-là pour tuer des Ivoiriens. Blaise Compaoré. Mais Blaise, je suis sûr que là où tu es là, ta maladie est en train de s'accélérer parce que tu sais que Ouattara va passer à côté. Et si Ouattara meurt, Blaise, tu te poses la question, quel sera ton sort? Nous, on n'a pas un problème avec Chantal. C'est les Burkinabés qui ont un problème avec Chantal. Si les Burkinabés estiment que Chantal a fait quelque chose de mauvais, le nouveau président qui va venir là, même si on dit on ne donne pas étranger, ivoirien, dans un pays étranger, mais au Burkina, là, elle a marié Burkinabé, elle est devenue Burkinabé. Donc elle a la double nationalité. On peut donner Chantal au Burkina pour être jugé. Sa fille est Burkinabé, si elle a commis des crimes, on donne au capitaine Ibrahim. On dit il faut remplir les papiers et puis ils vont aller s'expliquer. Même si après on a négocié pour qu'elle soit libérée, on le fait. Mais tu dois parler de cette activité véritablement. Tu n'as pas fait souffrir le peuple burkinabé, il fallait trouver refuge en Côte d'Ivoire. Donc c'est tous ceux-là qui prient, avec ces maudits qui sont en Côte d'Ivoire, là, ces ratés, ces pervers, ces dégueulements de là. Moi, je demande au président Assimi Goïta de faire la même chose que le président du Niger. C'est-à-dire arracher la nationalité malienne à tous ces traîtres qui sont en Côte d'Ivoire. Le Niger l'a fait. Le Burkina et le Mali doivent faire la même chose. Il faut leur retirer la nationalité. Puisque ces idiots-là figurent sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. C'est ça le danger. Ils figurent, eux tous, ils sont sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Pendant que des Ivoiriens, on leur empêche d'être sur la liste électorale. Des Kérettes de nos pays sont sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. C'est pas Keïtao. La preuve, les gens ont parlé de ça. La preuve est sortie. Non, est-ce que c'est moi? C'est pas moi. La preuve est sortie. Mais écoutons l'idiot encore. Mais, moi, donc, vous avez dit qu'est-ce conseil j'ai donné à Alassane Ouattara. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est de ne pas faire de 4e mandat. Parce que le 4e mandat, je crois même pas. Il faut pas faire de 3e mandat ou de 4e mandat. Il faut rentrer par là. Parce que déjà, on a des exemples. Ceux qui ont fait les 3e mandats, ceux qui ont tenté des choses, on sait ce qui est arrivé. Donc, je pense que si j'ai un conseil à leur donner, c'est de commencer à préparer les valises pour partir et puis laisser la place à d'autres personnes. C'est le conseil. Attrapez. Qu'est-ce